Dans ce documentaire captivant, nous vous emmènerons en voyage vers ce satellite énigmatique, un laboratoire naturel où la chimie organique complexe pourrait bien cacher les secrets d'une vie extraterrestre basée sur des éléments radicalement différents de ceux que nous connaissons sur Terre. Titan pourrait-il abriter une forme de vie? Si oui, à quoi pourrait-elle ressembler dans cet environnement si différent du nôtre? Préparez-vous à remettre en question votre définition de la vie et à explorer les frontières de l'exobiologie. Ensemble, nous plongerons au cœur de l'atmosphère dense de Titan, dévoilerons les mystères de ces cycles climatiques uniques et admirerons ces paysages étranges et magnifiques révélés par la mission Cassini-Huygens. Nous explorerons également les espoirs et les défis des futures missions d'exploration, comme Dragonfly, qui s'apprête à survoler ce monde fascinant. Imaginez un monde où il pleut des hydrocarbures, où des lacs de méthane liquide scintillent sous un ciel orangé, et où des montagnes de glace d'eau se dressent au milieu de dunes de sable organique. Ce n'est pas une planète lointaine dans une autre galaxie, mais bien Titan, la fascinante lune de Saturne, un monde unique dans notre propre système solaire. L'histoire de Titan, la plus grande lune de Saturne, commence au XVIIe siècle. En 1655, l'astronome hollandais Christian Huygens pointa son télescope nouvellement perfectionné vers la planète aux anneaux. Ce qu'il découvrit fut un point lumineux persistant, orbitant autour de Saturne, la première lune identifiée au-delà des lunes galiléennes de Jupiter. Huygens la nomma simplement Saturni Luna, la lune de Saturne. Il faudra attendre plus de 2 siècles pour que Sir John Herschel, en 1847, lui donne son nom actuel, Titan, en référence aux divinités grecques antiques, les frères et sœurs des Titans, dont Saturne, Chrono, était le chef. Pendant longtemps, Titan resta un disque flou dans nos télescopes, son atmosphère dense voilant sa surface à nos regards. Les astronomes soupçonnaient sa présence, mais sa nature exacte demeurait un mystère. Ce n'est qu'au XXe siècle que des avancées spectroscopiques ont révélé l'existence d'une atmosphère substantielle, une découverte stupéfiante pour une lune. L'atmosphère de Titan, principalement composée d'azote avec des traces de méthane et d'autres hydrocarbures, est en fait plus dense que celle de notre propre planète. Les sondes spatiales Voyager 1 et 2, dans les années 1980, ont survolé le système saturnien, offrant nos premiers aperçus rapprochés de Titan. Voyager 1, en particulier, fut intentionnellement dirigé près de la Lune, révélant une épaisse couverture nuageuse orangée qui masquait complètement sa surface. Ces survols ont confirmé la présence d'une atmosphère dense et ont permis d'estimer sa composition et sa température glaciale, moins 179 degrés en surface. Le véritable bond dans notre compréhension de Titan est arrivé avec la mission Cassini-Huygens, 1997 à 2017. L'orbiteur Cassini a cartographié une grande partie de la surface de Titan grâce à son radar et à ses instruments infrarouges capables de percer la brume atmosphérique. Il a révélé un monde géologiquement actif avec des lacs, des rivières et des mers, d'hydrocarbures liquides, principalement du méthane et de l'éthane, des dunes de sable organique, des chaînes de montagnes de glace d'eau et des preuves possibles de cryovolcanisme, volcans crachant de l'eau liquide, de l'ammoniac ou du méthane, ont également été découvertes. L'atterrisseur Huygens, largué par Cassini, a réalisé le premier et unique atterrissage sur la surface d'une lune du système solaire externe en 2005. Pendant sa descente et ses quelques heures de fonctionnement à la surface, Huygens a transmis des images et des données précieuses, montrant un paysage sombre et glacé, parsemé de galets arrondis, probablement de glace d'eau, et baigné d'une lumière diffuse. La situation actuelle de Titan, un monde de mystère et de potentiel. Aujourd'hui, Titan est reconnu comme un monde unique et fascinant, un laboratoire naturel pour étudier la chimie organique dans des conditions très différentes de celles de la Terre. Sa riche chimie à base de carbone, la présence de liquide à sa surface et potentiellement d'un océan d'eau liquide sous sa croûte glacée en font une cible de premier plan pour la recherche de vie extraterrestre, même si cette vie pourrait être basée sur une biochimie différente de la nôtre. Titan continue de nous surprendre et de nous émerveiller, nous offrant un aperçu des processus planétaires complexes et stimulant notre imagination quant aux possibilités de vie au-delà de la Terre. Son histoire, depuis sa timide découverte jusqu'à sa révélation comme un monde complexe et potentiellement habitable, témoigne de notre soif constante d'exploration et de compréhension de l'univers qui nous entoure. La Lune Titan a un diamètre d'environ 5150 km. Pour se faire une idée, c'est environ 1,48 fois le diamètre de notre Lune, qui fait environ 3474 km de diamètre, et plus grand que la planète Mercure, environ 4879 km de diamètre. Titan possède un rayon moyen d'environ 2575 km. Titan est physiquement plus grand en diamètre que la planète la plus interne de notre système solaire. Cependant, Mercure est plus massive.
Le diamètre de Mars est d'environ 6779 km, donc Titan n'est pas loin en taille. C'est le deuxième plus grand satellite du système solaire. Seule Ganymède, une lune de Jupiter, est plus grande que Titan, environ 5268 km de diamètre. La densité de Titan est d'environ 1,88 g par centimètre cube. Cette densité relativement faible suggère que Titan est composé en grande partie de glace d'eau et de matériaux organiques moins denses, avec un noyau rocheux plus dense au centre. La gravité de surface de Titan est d'environ 0,138 g, environ 1/7 de celle de la Terre. Cela signifie que si vous pesiez 100 kg sur Terre, vous ne pèseriez qu'environ 13,8 kg sur Titan. L'atmosphère de Titan est composée à environ 95 à 98% d'azote, tout comme celle de la Terre. Le deuxième composant le plus abondant est le méthane, représentant environ 1,6 à 5%. Cette concentration varie avec l'altitude. Le méthane joue un rôle crucial dans le cycle climatique de Titan, similaire à celui de l'eau sur Terre. Il s'évapore, forme des nuages, pleut et s'accumule dans des lacs et des mers. Sur Titan, en raison des températures cryogéniques, moins 179 degrés Celsius, le méthane existe sous 3 états. L'état gazeux, dans l'atmosphère, où il contribue à l'effet de serre et aux phénomènes météorologiques. L'état liquide, à la surface, formant des nuages, des pluies, des rivières, des lacs et même de vastes mers, principalement concentrés dans les régions polaires. L'état solide, glace de méthane. Bien que moins directement observé, il est probable que de la glace de méthane existe à la surface et potentiellement dans le sous-sol. Le méthane participe à un cycle dynamique sur Titan qui rappelle étrangement le cycle de l'eau sur Terre. L'évaporation. Le méthane liquide s'évapore des lacs et des mers, passant à l'état gazeux dans l'atmosphère. La formation de nuages. Le méthane gazeux se condense en haute altitude pour former des nuages. Les précipitations. Lorsque les nuages deviennent saturés, il pleut du méthane liquide sur la surface. L'écoulement et accumulation. Le méthane liquide s'écoule à la surface, formant des rivières et des canaux qui alimentent les lacs et les mers. Ce cycle façonne activement le paysage de Titan, créant des caractéristiques géomorphologiques similaires à celles que nous connaissons sur Terre, mais avec des hydrocarbures au lieu d'eau. Le rôle du méthane dans l'atmosphère. Le méthane est un gaz à effet de serre qui contribue à maintenir une température plus élevée à la surface de Titan qu'elle ne le serait autrement, malgré la faible intensité du rayonnement solaire à cette distance. Une source de chimie complexe. Dans la haute atmosphère, le rayonnement ultraviolet du Soleil et les particules énergétiques brisent les molécules de méthane. Les fragments résultants réagissent entre eux et avec l'azote pour former une variété d'hydrocarbures plus complexes, comme l'éthane, le propane, l'acétylène et des composés azotés qui contribuent à la formation de la dense brume organique, tholin, qui enveloppe Titan. L'origine de l'abondance du méthane dans l'atmosphère de Titan est un sujet de recherche actif. Le méthane est constamment détruit par la lumière du Soleil sur des échelles de temps géologiques relativement courtes, quelques dizaines de millions d'années. Par conséquent, il doit exister une source active pour le réapprovisionner. Plusieurs hypothèses sont envisagées. Le cryovolcanisme, des éruptions de volcans de glace, pourrait libérer du méthane liquide ou gazeux depuis l'intérieur de Titan. Bien que des preuves directes soient encore recherchées, certaines formations à la surface pourraient être d'origine cryovolcanique. Les clatrates de méthane. Le méthane pourrait être piégé sous forme de clatrates, des molécules de méthane enfermées dans une structure de glace d'eau, dans le sous-sol de Titan et être libérées par des processus géologiques ou des changements de température. Des processus géochimiques internes. Des réactions chimiques entre l'eau et les roches à l'intérieur de Titan pourraient produire du méthane. La dense brume de Tholin est la principale raison pour laquelle la surface de Titan est invisible en lumière visible depuis l'espace. Elle obscurcit notre vue et rend l'étude directe de la surface plus difficile, nécessitant des instruments radars ou infrarouges. La brume de Tholin absorbe une partie du rayonnement solaire, influençant le bilan énergétique et la température de l'atmosphère de Titan. Les tholins sont riches en carbone, en hydrogène et en azote, des éléments essentiels à la vie telle que nous la connaissons. Leur dépôt à la surface pourrait avoir contribué à la formation de molécules organiques complexes dans les lacs et mers d'hydrocarbures, potentiellement créant des environnements propices à une chimie prébiotique exotique. On pense que les tholins qui se déposent à la surface pourraient interagir avec les hydrocarbures liquides, contribuant à la formation des dunes de sable organique observées sur Titan. La haute couche de brume de Tholin agit comme un écran, protégeant la surface de Titan du rayonnement UV solaire intense, ce qui pourrait être important pour la stabilité de molécules organiques complexes à la surface.
On trouve également de petites quantités d'autres hydrocarbures comme l'éthane, le propane et l'acétylène, formés par la dissociation du méthane dans la haute atmosphère sous l'effet du rayonnement ultraviolet solaire et des particules énergétiques de la magnétosphère de Saturne. Des composés azotés plus complexes, comme le cyanure d'hydrogène, sont également présents en petites quantités. Ces molécules sont importantes car elles sont des précurseurs potentiels des molécules organiques complexes nécessaires à la vie telle que nous la connaissons. L'interaction du rayonnement solaire et des particules énergétiques avec l'azote et le méthane produit une brume dense de particules organiques complexes appelées tholins. Ces aérosols donnent à l'atmosphère de Titan sa couleur orange caractéristique et obscurcissent la surface dans la lumière visible. Le terme « tholin » n'est pas le nom d'un composé chimique spécifique, mais plutôt un terme générique inventé par le célèbre astronome Carl Sagan pour décrire les molécules organiques complexes, solides ou semi-solides, formées par l'action du rayonnement ultraviolet solaire et des particules énergétiques sur des gaz simples comme l'azote et le méthane présents dans l'atmosphère de Titan. Les tholins ont une couleur allant du brun orange au rougeâtre et forment une brume dense de fines particules en suspension dans la haute atmosphère de Titan. L'atmosphère de Titan est environ 1,5 fois plus dense que celle de la Terre au niveau de la mer. Une pression de surface élevée. La pression atmosphérique à la surface de Titan est d'environ 1,47 bar, soit près de 50% plus élevée que celle de la Terre au niveau de la mer. Cela signifie que si un humain se tenait à la surface de Titan avec une protection appropriée, il ressentirait une pression similaire à celle qu'un plongeur ressent à environ 5 mètres sous l'eau sur Terre. La température moyenne à la surface de Titan est extrêmement froide, environ -179 degrés Celsius. Variation avec l'altitude. La température diminue en altitude dans la troposphère jusqu'à atteindre un minimum d'environ -201 degrés Celsius à la tropopause, environ 40 km d'altitude. Au-dessus de la tropopause, dans la stratosphère, la température remonte légèrement en raison de l'absorption du rayonnement solaire par les hydrocarbures. Les caractéristiques et phénomènes de Titan. Le brouillard global. La dense brume de tholins enveloppe complètement Titan, rendant l'observation directe de sa surface en lumière visible impossible depuis l'espace. Les vents et circulation atmosphérique. Titan possède des vents, et des études suggèrent que son atmosphère tourne plus rapidement que sa surface, superrotation, un phénomène similaire à celui observé sur Vénus. Les nuages et précipitations de méthane. Des nuages de méthane se forment dans la troposphère, et il pleut du méthane liquide à la surface, alimentant les rivières, les lacs et les mers d'hydrocarbures. Les saisons sur Titan. Comme Saturne met environ 29 années terrestres pour orbiter autour du Soleil, Titan connaît également des saisons, bien que les changements de température soient relativement faibles en raison de l'inertie thermique de son atmosphère dense. Bien que la surface de Titan soit dominée par les hydrocarbures liquides et une atmosphère froide, l'eau y est bel et bien présente, mais principalement sous une forme très différente de celle que nous connaissons sur Terre, la glace d'eau. Voici les points clés concernant la présence d'eau sur Titan. Eau sous forme de glace, le matériau de construction principal. La surface solide de Titan est principalement constituée de glace d'eau. Cette glace est extrêmement dure à la température de surface, -179 degrés Celsius, se comportant presque comme de la roche. Les montagnes, les plaines et les dunes reposent sur cette base de glace d'eau. Les galets arrondis, observés par l'atterrisseur Huygens à la surface, sont également principalement composés de glace d'eau, érodée et façonnée par l'écoulement des hydrocarbures liquides. Certaines formations géologiques observées par la sonde Cassini suggèrent la possibilité de cryovolcanisme, c'est-à-dire l'éruption d'eau liquide mélangée à de l'ammoniac ou d'autres substances depuis l'intérieur de Titan vers la surface. Cela indiquerait la présence d'eau liquide sous la croûte glacée. Un océan d'eau liquide sous la surface, une découverte majeure. Les données collectées par la mission Cassini ont fourni des preuves indirectes mais convaincantes de la présence d'un océan d'eau liquide salée situé sous la croûte de glace d'eau de Titan. On estime que cet océan pourrait avoir une profondeur de plusieurs dizaines à centaines de kilomètres et qu'il contiendrait des sels dissous, probablement des sels d'ammoniac qui agiraient comme antigel, permettant à l'eau de rester liquide à des températures aussi basses. La présence d'eau liquide, même sous une épaisse couche de glace, est un facteur crucial dans la recherche de vie extraterrestre. Cet océan souterrain pourrait potentiellement abriter des formes de vie microbienne, protégées des conditions extrêmes de la surface et du rayonnement. On pense que Titan s'est formé à partir de matériaux riches en glace d'eau dans le disque circumstellaire autour de Saturne. Au cours de son histoire, Titan s'est probablement différencié, avec les matériaux les plus denses, roches silicatées, coulant vers le centre pour former un noyau, entouré d'une couche de glace d'eau, avec potentiellement un océan liquide intercalé, et enfin une croûte externe de glace d'eau.
Il est important de noter que l'eau et le méthane suivent des cycles distincts sur Titan. L'eau est principalement confinée sous forme de glace et potentiellement liquide sous la surface, tandis que le méthane domine l'atmosphère et le cycle des fluides de surface. Les interactions entre ces deux systèmes sont encore en cours d'étude. Par exemple, le cryovolcanisme pourrait apporter de l'eau liquide à la surface, où elle interagirait avec les hydrocarbures et les tholins. Contrairement à l'atmosphère de la Terre, l'oxygène moléculaire est pratiquement absent de l'atmosphère de Titan. Titan s'est formé dans une région du système solaire où les températures étaient suffisamment basses pour que l'eau existe principalement sous forme de glace. L'atmosphère primitive de Titan était probablement dominée par l'azote libéré par le dégazage de son intérieur et par le méthane. Contrairement à la Terre, Titan ne possède pas de biosphère active basée sur la photosynthèse, le processus biologique qui libère de grandes quantités d'oxygène dans l'atmosphère en utilisant la lumière du soleil, l'eau et le dioxyde de carbone. Toute trace d'oxygène qui pourrait être libérée par des processus chimiques, comme la dissociation de molécules contenant de l'oxygène par le rayonnement, réagirait rapidement avec les abondants hydrocarbures présents dans l'atmosphère de Titan, formant d'autres composés comme des oxydes de carbone ou de l'eau. L'absence d'oxygène moléculaire abondant à la surface et dans l'atmosphère de Titan signifie que la vie telle que nous la connaissons sur Terre, qui dépend de l'oxygène pour la respiration, ne pourrait pas y survivre sans une source d'oxygène artificielle. Cependant, la présence d'eau liquide souterraine et la riche chimie organique de Titan soulèvent la possibilité de formes de vie basées sur une biochimie radicalement différente, qui n'auraient pas besoin d'oxygène pour leur métabolisme. La surface de Titan est un paysage extraordinairement diversifié et fascinant, très différent de ce que l'on trouve sur la plupart des autres lunes glacées. Voici un aperçu de ses principales caractéristiques. Un monde sculpté par les hydrocarbures. La caractéristique la plus frappante de la surface de Titan est la présence de vastes étendues de liquide, principalement du méthane et de l'éthane. On trouve des lacs de différentes tailles, des rivières sinueuses et même de grandes mers, principalement concentrées dans les régions polaires, en particulier au pôle Nord. La plus grande mer, Kraken-Mare, est plus grande que la mer Caspienne sur Terre. De vastes plaines recouvrent une grande partie de la surface de Titan, en particulier près de l'équateur. Ces plaines sont souvent recouvertes de champs de dunes linéaires s'étendant sur des centaines de kilomètres. Contrairement aux dunes terrestres composées de grains de silicate, les dunes de Titan sont constituées de particules solides d'hydrocarbures complexes, tholins, qui se sont agrégés. Des chaînes de montagnes et des plateaux s'élèvent au-dessus des plaines, atteignant parfois plusieurs kilomètres de hauteur. Ces formations sont principalement composées de glace d'eau, qui est le matériau rocheux de base à la température de surface de Titan. L'origine de ces montagnes est encore à l'étude, mais elle pourrait être le résultat d'une activité tectonique lente ou de processus de cryovolcanisme. Les processus actifs en action sur Titan. Les liquides, méthane et éthane, jouent un rôle actif dans l'érosion et le dépôt de matériaux à la surface, créant des réseaux de rivières, des deltas et modifiant les rivages des lacs et des mers. Les vents, bien que relativement lents par rapport à ceux de la Terre, sont capables de transporter les particules de sable organique, sculptant les dunes et contribuant à l'érosion. Des caractéristiques géologiques suggèrent la possibilité d'un cryovolcanisme intermittent, où de l'eau liquide mélangée à de l'ammoniac ou d'autres substances pourrait remonter à la surface depuis l'intérieur de Titan. Bien que des éruptions actives n'aient pas été directement observées, certaines formations pourraient être des cônes volcaniques de glace. Des cratères d'impact météoritique sont présents, bien qu'ils soient relativement rares et souvent érodés par les processus actifs à la surface. La surface de Titan présente des variations régionales significatives. Les régions polaires, dominées par les lacs et les mers d'hydrocarbures, en particulier au pôle Nord. Le pôle Sud présente également des lacs, mais en moins grande quantité. Les régions équatoriales, caractérisées par de vastes champs de dunes sombres. Les latitudes moyennes présentent un mélange de plaines, de montagnes et de terrains plus complexes. On y trouve également des formations énigmatiques appelées labyrinthes ou terrains lacérés. La révolution de Titan autour de Saturne. Titan met environ 15 jours et 22 heures terrestres pour effectuer une orbite complète autour de Saturne. Titan se déplace autour de Saturne à une vitesse moyenne d'environ 5,57 km par seconde. La durée de la rotation de Titan sur elle-même est exactement la même que sa période orbitale autour de Saturne. C'est ce qu'on appelle une rotation synchrone ou un verrouillage gravitationnel. Ainsi, Titan met environ 15 jours et 22 heures terrestres pour effectuer une rotation complète sur son axe. En d'autres termes, une journée sur Titan, la durée entre deux levers de soleil vus depuis un point fixe à sa surface,
dure autant de temps qu'une année sur Titan par rapport à Saturne. Tout comme notre Lune autour de la Terre, Titan présente toujours la même face à Saturne. Titan orbite à une distance moyenne d'environ 1 221 870 km du centre de Saturne. C'est une distance relativement éloignée, plaçant Titan bien au-delà des principaux anneaux de Saturne. L'orbite de Titan autour de Saturne est très peu excentrique, ce qui signifie qu'elle est presque parfaitement circulaire. L'excentricité orbitale est d'environ 0,029, ce qui entraîne de faibles variations dans la distance entre Titan et Saturne au cours de son orbite. L'orbite de Titan est très légèrement inclinée par rapport à l'équateur de Saturne, d'environ 0,34 degrés. Cela signifie que Titan orbite presque dans le même plan que les anneaux principaux de Saturne. Influence gravitationnelle. La masse importante de Titan a une influence gravitationnelle significative sur les autres lunes de Saturne, notamment sur les plus petites lunes internes, dont certaines partagent des orbites complexes avec Titan, comme Hyperion. Résonance orbitale. Titan n'est pas en résonance orbitale simple avec d'autres grandes lunes de Saturne, mais son influence gravitationnelle contribue à stabiliser certaines configurations orbitales dans le système saturnien. Bien que l'inclinaison de l'orbite de Titan par rapport à l'équateur de Saturne soit faible, l'axe de rotation de Saturne lui-même est incliné par rapport à son orbite autour du Soleil, environ 27 degrés. Par conséquent, Titan connaît des saisons, mais elles sont régies par l'orbite de Saturne autour du Soleil, qui dure environ 29 années terrestres, plutôt que par sa propre révolution rapide. Chaque saison sur Titan dure environ 7 années terrestres. L'attraction gravitationnelle de Saturne provoque des marées sur Titan, bien que sa surface solide réagisse différemment des océans terrestres. Ces forces de marée pourraient jouer un rôle dans le maintien de l'océan d'eau liquide souterrain de Titan en générant de la chaleur interne. Plusieurs sondes ont exploré Titan, chacune apportant des informations cruciales sur ce monde fascinant. Pioneer 11, 1979. Cette sonde a été la première à survoler Saturne et ses anneaux de près. Lors de son passage, elle a également effectué une observation lointaine de Titan. Pioneer 11 a permis de déterminer que Titan était très froid et possédait une atmosphère dense, sans toutefois pouvoir en percer les détails de la surface. Voyager 1, 1980. La mission Voyager 1 a été spécifiquement orientée pour un survol rapproché de Titan. La sonde est passée à environ 6490 km de la surface de Titan. Les instruments de Voyager 1 ont confirmé la présence d'une atmosphère dense, principalement composée d'azote, et ont détecté la présence de méthane et d'autres hydrocarbures. Cependant, la surface de Titan restait cachée sous une épaisse brume. Le survol de Titan par Voyager 1 était si proche qu'il a modifié la trajectoire de la sonde, l'éloignant du plan de l'écliptique et l'empêchant de visiter Uranus et Neptune. Cassini-Huygens, 2004 à 2017. C'est la mission la plus importante et la plus fructueuse pour l'étude de Titan. Elle était le fruit d'une collaboration entre la NASA, l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale italienne. Une collaboration épique pour explorer Saturne et son système de lunes, notamment Titan. Cassini était un orbiteur sophistiqué équipé d'une douzaine d'instruments scientifiques conçus pour étudier Saturne, ses anneaux, sa magnétosphère et ses nombreuses lunes. Sa mission principale était de fournir une étude détaillée et à long terme du système saturnien, en se concentrant sur des aspects tels que la structure et la dynamique des anneaux, l'atmosphère et la magnétosphère de Saturne, ainsi que les caractéristiques géologiques et atmosphériques de ces lunes, en particulier Titan et Encelade. Cassini avait également pour mission de transporter la sonde Huygens de l'ESA jusqu'à Titan et de la larguer dans l'atmosphère de la Lune pour un atterrissage historique. Après le largage, Cassini a servi de relais pour transmettre les données de Huygens vers la Terre. L'orbiteur Cassini était équipé d'une suite d'instruments scientifiques avancés, comprenant notamment le sous-système scientifique de l'imagerie, un système de caméra haute résolution capable de prendre des images dans différentes longueurs d'onde, visibles, ultraviolets, infrarouges, pour étudier les atmosphères, les surfaces et les anneaux. Le spectromètre de cartographie infrarouge visuelle, un spectromètre imageur pour cartographier la composition des surfaces, des atmosphères et des anneaux en mesurant la lumière visible et infrarouge réfléchie ou émise. Le radar Cassini, un radar à synthèse d'ouverture capable de percer l'épaisse atmosphère de Titan pour cartographier sa surface et mesurer son altitude. Il pouvait également fonctionner en mode radiomètre pour mesurer les émissions thermiques. Un spectromètre d'ions et de masse neutre, un spectromètre de masse pour analyser la composition des ions et des particules neutres dans l'atmosphère de Saturne et de ses lunes, ainsi que dans la magnétosphère. Spectromètre infrarouge pour mesurer les températures et la composition des atmosphères et des surfaces en analysant le rayonnement infrarouge émis.
Un magnétomètre pour mesurer la force et la direction des champs magnétiques autour de Saturne et de ses lunes. Un spectromètre de plasma pour étudier les propriétés des plasmas, gaz ionisés, dans la magnétosphère de Saturne. Un analyseur de poussière cosmique pour mesurer la taille, la vitesse et la composition des petites particules de poussière présentes dans le système saturnien. Un RPWS, un instrument pour étudier les ondes radio et les ondes de plasma dans la magnétosphère et l'ionosphère de Saturne et de Titan. Un RSS, utilisation des signaux radio émis par la sonde pour sonder les atmosphères, les anneaux et les champs gravitationnels de Saturne et de ses lunes. L'exploration de Titan par Cassini. L'orbiteur Cassini a effectué plus de 120 survols rapprochés de Titan, devenant notre source d'information la plus précieuse sur ce monde fascinant. Grâce à ces instruments, Cassini a cartographié une grande partie de la surface de Titan avec son radar, révélant des lacs, des rivières et des mers d'hydrocarbures liquides, des dunes, des montagnes et des plaines. Étudier la composition de l'atmosphère de Titan, identifiant de nombreux hydrocarbures et composés organiques complexes. Observer les nuages et les précipitations de méthane, ainsi que les vents et la circulation atmosphérique. Rechercher des preuves de cryovolcanisme, des éruptions de glace d'eau et d'autres substances volatiles depuis l'intérieur de Titan. Fournit le relais de communication pour l'atterrisseur Huygens lors de sa descente et après son atterrissage sur la surface de Titan. La sonde Huygens. La sonde Huygens est un élément emblématique de la mission Cassini-Huygens, représentant le premier et unique atterrissage réussi sur une lune du système solaire externe. Conçue et construite par l'Agence spatiale européenne ESA, elle a été transportée par l'orbiteur Cassini de la NASA jusqu'au système de Saturne pour une mission audacieuse sur Titan. Huygens était spécifiquement conçu pour pénétrer l'épaisse atmosphère de Titan, collecter des données pendant sa descente et, si possible, survivre suffisamment longtemps après l'atterrissage pour transmettre des informations depuis la surface. L'un des objectifs principaux était d'analyser la composition chimique, la structure thermique, les vents et la présence d'aérosols dans l'atmosphère de Titan. Un autre objectif crucial était d'obtenir des images de la surface pendant la descente et après l'atterrissage, ainsi que de mesurer les propriétés physiques de la surface au point d'impact. Huygens a voyagé pendant près de 7 ans attaché à l'orbiteur Cassini à travers le système solaire. Le 25 décembre 2004, la sonde s'est détachée de Cassini et a entamé une trajectoire balistique de 20 jours vers Titan. Le 14 janvier 2005, Huygens a plongé dans l'atmosphère de Titan à une vitesse d'environ 22 000 km/h. Un bouclier thermique robuste a protégé la sonde de la chaleur intense générée par la friction atmosphérique et a ralenti sa vitesse. Plusieurs parachutes de différentes tailles se sont déployés séquentiellement pour ralentir la descente de Huygens et assurer sa stabilité. Cette descente a duré environ 2 heures et 28 minutes. Pendant sa descente, les 6 instruments scientifiques de Huygens ont collecté des données précieuses. Mesurer la température, la pression, la densité de l'atmosphère et les vents. Analyser la composition chimique de l'atmosphère et des aérosols. Collecter des particules d'aérosols pour une analyse ultérieure par le GCMS. Prendre des centaines d'images de l'atmosphère et de la surface pendant la descente, et mesurer le bilan radiatif. Mesurer la vitesse et la direction des vents en suivant les variations de fréquence du signal radio de la sonde. Étudier les propriétés physiques de la surface à l'impact. Huygens a atterri en douceur, relativement parlant, à environ 5 mètres par seconde, dans la région équatoriale de Shangri-La. La sonde a continué à transmettre des données pendant environ 72 minutes après l'atterrissage, bien au-delà de sa durée de vie nominale prévue à la surface, quelques minutes seulement. Après ces 72 minutes, l'orbiteur Cassini est passé sous l'horizon de Titan vu depuis le site d'atterrissage de Huygens, ce qui a mis fin à la communication entre les deux engins. Cassini n'était plus en position de recevoir les signaux de Huygens.
Huygens n'était pas conçu pour fonctionner indéfiniment à la surface de Titan. Sa source d'énergie, des batteries, s'est épuisée après la période de transmission. De plus, les conditions environnementales extrêmes à la surface de Titan, température de -179 degrés Celsius et une chimie organique complexe, n'étaient pas compatibles avec un fonctionnement prolongé de l'électronique de la sonde. La sonde Huygens repose donc de manière permanente à sa zone d'atterrissage dans la région de Shangri-La sur Titan. Elle est devenue un vestige de notre première exploration de la surface d'une lune du système solaire externe. Les images renvoyées par DISR ont révélé un paysage sombre et plat, parsemé de ce qui semblait être des galets arrondis, probablement de glace d'eau, et traversés par des canaux d'écoulement asséchés ou actifs, suggérant la présence passée ou intermittente de liquide à la surface. L'instrument SSP a indiqué que la surface était relativement molle, comme du sable humide ou de la boue. Huygens reste le seul engin spatial à avoir atterri sur une lune du système solaire externe. Les données collectées par Huygens ont révolutionné notre compréhension de Titan, confirmant la présence d'un cycle actif d'hydrocarbures liquides, une atmosphère dynamique et une surface complexe. Les données de Huygens ont été cruciales pour la planification de futures missions d'exploration de Titan. Après plus de 13 ans d'exploration autour de Saturne, la mission Cassini s'est achevée le 15 septembre 2017 avec une plongée intentionnelle de l'orbiteur dans l'atmosphère de Saturne. Cette fin spectaculaire a été décidée pour éviter toute contamination biologique des lunes Encelade et Titan, qui pourraient potentiellement abriter des environnements habitables. L'orbiteur Cassini a été un véritable pionnier de l'exploration spatiale, transformant notre compréhension de Saturne et de ses lunes, et en particulier de Titan. Les données qu'il a recueillies continuent d'être étudiées par les scientifiques du monde entier. Mission d'exploration future de la Lune Titan. La mission Dragonfly. La mission Dragonfly est une mission ambitieuse de la NASA qui vise à explorer Titan, la plus grande lune de Saturne, à l'aide d'un drone hélicoptère révolutionnaire. Dragonfly n'est pas un rover traditionnel. Il s'agit d'un octocoptère, un véhicule aérien à 8 rotors, conçu pour effectuer des vols sur de longues distances à travers l'atmosphère dense et la faible gravité de Titan. Cette mobilité aérienne lui permettra d'accéder à une variété de sites géologiques et d'environnements différents, contrairement aux rovers qui sont limités à la surface. Les objectifs scientifiques principaux. Étudier l'habitabilité de Titan. Déterminer si Titan a pu ou pourrait encore abriter la vie microbienne en étudiant sa chimie organique riche, la présence d'eau liquide souterraine et son atmosphère similaire à celle de la Terre primitive. Rechercher des biosignatures. Chercher des preuves chimiques d'une vie basée sur l'eau ou les hydrocarbures. Comprendre la chimie prébiotique. Analyser les composés organiques complexes à la surface pour comprendre les processus chimiques qui pourraient avoir conduit à l'apparition de la vie. Caractériser la géologie et les processus de surface. Prendre des images détaillées, mesurer la composition de la surface et étudier les processus actifs comme les vents, les dunes et le cryovolcanisme potentiel. Étudier l'atmosphère et le sous-sol. Sonder l'atmosphère et chercher des indices sur la structure du sous-sol, y compris son océan interne. Dragonfly embarquera une suite d'instruments sophistiqués, notamment un DRAM, un spectromètre de masse pour analyser la composition chimique des échantillons de surface et de l'atmosphère. La France contribue à cet instrument avec le sous-système de chromatographie en phase gazeuse. Un DRA-GNS, un spectromètre à rayons gamma et à neutrons pour déterminer la composition élémentaire de la surface et du sous-sol peu profond. Un DRAGME, une station météorologique et géophysique pour mesurer les conditions atmosphériques, température, pression, vent et l'activité sismique. La France a une participation scientifique dans cet instrument. Un DragonCam, une suite de caméras pour prendre des images panoramiques, des gros plans et des vidéos de la surface et de l'atmosphère pendant le vol et au sol. Le lancement est prévu en juillet 2028 à bord d'une fusée SpaceX Falcon Heavy. L'arrivée sur Titan est prévue en 2034, après un voyage de plusieurs années incluant une assistance gravitationnelle de la Terre. Dragonfly se posera initialement dans la région des dunes équatoriales de Shangri-La, près du cratère d'impact Selk. Ce site a été choisi car il pourrait offrir une variété de terrains intéressants à étudier, y compris des dunes et potentiellement des matériaux éjectés du cratère Selk ou de la glace d'eau liquide auraient pu interagir avec des matières organiques. Pendant sa mission nominale d'au moins 2 ans et demi, Dragonfly effectuera de nombreux vols, parcourant potentiellement jusqu'à 175 km entre différents sites d'intérêt scientifique, incluant des cratères d'impact, des cryovolcans et des zones de dunes. Pourquoi un drone et non pas un rover sur Titan ?
L'atmosphère dense de Titan, 4 fois plus dense que celle de la Terre, et sa faible gravité rendent le vol relativement facile et énergétiquement efficace. Un drone permet une exploration beaucoup plus rapide et étendue que les rovers, offrant la possibilité d'étudier des environnements très variés sur de grandes distances. En résumé, la mission Dragonfly est une initiative scientifique audacieuse qui utilisera un drone hélicoptère à propulsion nucléaire pour explorer en détail la surface de Titan et rechercher des indices sur son potentiel d'habitabilité et l'origine de la vie. C'est une mission très attendue qui pourrait révolutionner notre compréhension de ce monde unique. Merci d'avoir visionné ce documentaire. Si vous avez aimé ce voyage et son histoire, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs documentaires à paraître.